laissez-moi vous poser une petite question. Est-ce que vous fêtez Halloween? Et si Non. oui, pourquoi? Ça représente quoi pour vous? Après tout, c'est pas tellement une tradition ici. C'est même La dernière fois que je l'ai fêté, c'est quand j'avais genre 10 ans. clairement quelque chose qui nous vient, sous sa forme actuelle, de la culture populaire US moderne. Chez qui Après, j'avais 10 ans et j'étais déjà matrixé par le fait que Halloween, c'était potentiellement une fête où on pouvait s'autoriser d'incarner des personnages femmes. J'avais 10 ans. Hein. Et dans ma tête, j'étais déjà en mode est-ce que je demande à ma maman si je peux mettre un costume de fille? c'est extrêmement présent. Un truc auquel on a été exposé à longueur de films, de BD et d'épisodes spéciaux de séries. Comme d'habitude, je dois vous mettre en garde. Cette année, l'épisode d'Halloween est vraiment effrayant. Putain, les vieux Simpsons Halloween là, c'était trop bien. Je me rappelle plus des épisodes, mais je me rappelle que c'était bien. Vous me direz, oui, mais quel rapport avec mon potiron? Eh ben aujourd'hui, puisque c'est la saison, on va parler d'un petit phénomène culturel de derrière les fagots qui n'est à première vue pas directement lié à Halloween, et pourtant, même eux ils le disent. The Purge is Halloween for adults! C'est que, à l'ombre des blockbusters, prospère tout un autre écosystème de films. Qui a vu The Purge, les gens? Au moins un film. Le premier, en général, les gens, ils ont vu le premier. Qui les a vus? Qui en a vu un? Histoire de voir un petit peu. Succès, survivant avec malice comme des rongeurs se faufilant entre les pattes des dinosaures, s'abritant dans quelques terriers cinéphiliques ou cherchant les bons coins à champignons dans des recoins où les mastodontes... Non. Ah, du coup, il y en a certains, vous voyez pas ce que c'est. Alors j'explique, hein, pour ceux qui voient pas du tout ce que c'est. The Purge, en gros, c'est un film où, pendant un soir, le soir d'Halloween ou je sais pas quoi, pendant une nuit, il me semble que c'est ça, hein, jusqu'au lever du matin le lendemain, les gens ont le droit de tuer. Et il n'y aura aucune conséquence judiciaire. Un jour par an, les gens ont le droit de tuer. Et donc c'est la nuit qu'on appelle la nuit de la purge. Et du coup, les gens, ils sortent et si jamais ils ont des embrouilles avec leurs voisins, bah, ils prennent un fusil à pompe et ils vont tuer leurs voisins, etc. etc. N'aventure pas. Alors là, on parle pas d'œuvres à prétention art et essai. Non, on parle bien de produits à vocation commerciale qui exploitent eux aussi leur filon plus modeste jusqu'à épuisement et occupent un espace en quelque sorte artisanal entre les artistes et l'industrie. Plus roublard que les premiers et plus franc-tireur que la seconde, de cet espace surgit de vraies réussites commerciales et de vrais phénomènes culturels qui envahissent les interstices des salles obscures, Ouais. des bacs à DVD et des algorithmes des plateformes. Oh, Skinamarink, il est trop bien. Il est terrifiant. Skinamarink, il est incroyable. En compensant des moyens limités par du bouche à oreille, de l'huile de coude et du marketing accrocheur. On n'y espère ni décrocher des palmes d'or, ni détrôner Avengers 12, mais on n'y crache pas sur les overdoses de suites, de déclinaisons à l'infini et d'univers partagés une fois qu'on tient une marque reconnue. Dans cet espace, il s'y produit parfois des choses étranges. Que vous connaissiez ou pas la florissante franchise American Nightmare ou The Purge en version originale Yankee, que vous kiffiez ce genre de conneries ou que vous vous en contrefoutiez comme du dernier Halloween, eh bien restez quand même assis un moment, on a des choses à en dire. Ok. En vrai, je trouve bon sujet de vidéo. Hein. Parler des Américains, de leur matrixage, deuxième amendement, là. C'est le deuxième amendement, les armes à feu? Putain, c'est littéralement le deuxième. Hein. C'est pas le 12e ou le 13e, c'est le deuxième. Genre dire, oui, bon. Bah. Il y a un problème de mixage, là. La purge LFI avec Garito. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est vrai, en fait, on est arrivé à Halloween et il y a eu une purge chez LFI. Comme quoi, c'est vrai, quoi. Mélenchon, il est arrivé avec un masque de lapin et un fusil à pompe et il a dit « Toi, tu sors du parti. Tu dégages, pan. » Elle est chez Backseat demain, Garrido. Quoi? Non. Oh,
The Purge est d'abord Qu'est-ce que tu veux qu'elle raconte, à part cracher son venin? un film états-unien sorti en 2013 qui a débouché sur une décennie de suites et de déclinaisons, comptant à ce jour 5 longs métrages et un spin-off pour la télé, censé terminer sa surenchère avec le bien nommé The Forever Purge, mais qui en fait risque de donner Avec Jérémy Perrin? Quoi? Il y a Jérémy Perrin? Ah, mais oui, pour sa sortie du film, là. Et c'est vrai qu'il a l'air bien, son truc. Hein. Jérémy Perrin qui a bossé sur un nouveau projet, là. Life on Mars, je crois que c'est ça. C'est en mode, c'est une sorte d'enquête policière sur une colonie martienne, là. Ça a l'air bien, ouais. un nouvel opus qui imaginerait une purge mondiale, idée elle-même rescapée de la série, annulée au bout de 2 saisons. Alors c'est quoi le principe? Des États-Unis où tous les ans, à la même date, This is not a test. Commencing at the siren, any and all crime, including Ah, c'est Mars Express. C'est ça. murder, will be legal for 12 continuous hours. May God Voilà, be ça. Pendant 12 heures, les gens ont le droit de tuer. with you all. Après, je trouve, c'est un bon setup, hein, franchement. C'est un bon high concept. Mais il va en parler, il va expliquer les trucs de high concept. voilà, c'est bête comme la lune et con comme chou, tellement que rien qu'avec le titre original, alors par contre pas avec sa version française, hein, rien qu'avec son titre original et cette simple annonce devenue fameuse, présente à chaque itération, vous savez déjà tout ce que vous avez besoin de savoir. Alors là, vous vous dites peut-être, du coup, pas de quoi en faire une longue vidéo qui part dans tous les sens, mais ce serait bien mal me connaître. Parce que déjà, tout à fait sérieusement, et comme on l'avait fait avec John Wick, c'est pas parce que c'est simple, voire simpliste, voire simplissime, que ça illustre pas tout un tas de trucs fondamentaux et tout à fait intéressants. Un concept efficace et même parfois encore plus révélateur, En vrai, ça serait cool qu'il y ait ça à Paris. Pourquoi? surtout quand, manifestement, et ça c'est pas moi qui décide, hein, c'est comme ça, il a parlé à beaucoup de monde, eu son petit impact culturel et a pu être exploré. Non mais franchement, les gens... non, c'est horrible comme question. Mais si demain, il y avait un truc comme ça, il y avait une purge, c'est qui la personne que vous iriez tuer en premier? Non, mais c'est horrible de dire ça. Mais c'est qui vous allez pour qui, vous? Genre, il y a qui? Bref. On fait une tier list des gens à tuer en premier s'il y a une purge, ouais. Dans des déclinaisons Mon sans banquier. fin à la manière d'une Martine du Carnage. Pour ça, il va falloir commencer par comprendre ce C'est la pire question, en fait. qu'est un high concept. En gros, un high concept, c'est exactement ça. C'est une idée simple, aisément réplicable et qui se démarque, qu'on peut résumer en quelques mots sous forme de « et si ». Et si l'Axe avait gagné la guerre, et si tous les mâles disparaissaient d'un coup, et si des gens étaient coincés dans un bus lancé à pleine vitesse. À la fois, moi je trouve que scénaristiquement c'est très efficace de faire bosser des scénaristes sur des high concepts parce que c'est très communicatif. Mais en même temps, c'est aussi ce qui est témoin de la pauvreté des films à Hollywood. Hein. Encore plus aujourd'hui. En français, on pourrait traduire ça par concept fort, mais retenez bien qu'on parle là d'un terme qui a un sens précis pour l'industrie. Industrie qui adore ça pour des raisons qui paraissent assez évidentes. Le high concept est facile à pitcher entre 2 rails de coke à des costards cravates des studios pour qui le temps, comme le reste, c'est de l'argent, aiment pas particulièrement discuter des subtilités de l'art et disposent globalement d'une capacité d'attention très très faiblarde. Il est également... Ah mais en plus je suis là, je vous pose la question de la purge, les gens. Mais la vérité, vous êtes des gauchistes. Ce que vous avez chez vous, c'est un couteau à beurre. Enfin voilà quoi. Rappelle que l'extrême droite, ils ont des groupuscules avec des armes. Je pense que les premiers à y passer s'il y a une purge, c'est nous. Hein. C'est pas nous avec notre couteau à beurre qui vont prendre l'Elysée. Hein. J'avoue que... très facile à vendre à un public Ils ont les flics de leur côté, rappelle. Hein. sollicité qu'il retiendra efficacement dans le flot de campagne marketing et du bouche à oreille. C'est en réalité un peu ce qu'on peut retrouver dans le format des nouvelles littéraires et jusqu'aux anthologies audiovisuelles qui en sont les héritières. Pensez aux épisodes de Twilight Zone, de Doctor Who ou même Black Mirror avec ses et si technologie et si société. Comme par exemple, imagine ta mère, elle marche à pile, ou je sais pas quoi, j'ai pas regardé Black Mirror, mais apparemment... En vrai, arrête, Black Mirror c'est bien. C'est devenu de la merde, mais c'était bien. Les premiers, ils étaient cool en vrai. fait réfléchir. Ce qui est nettement moins le cas de The Moi, Purge, ça m'a fait réfléchir, Black Mirror. qui mobilise, il faut quand même le dire, assez peu vos capacités intellectuelles, mais en même temps, c'est pas le but.
mais en même temps un petit peu quand même, puisqu'on retrouve à chaque fois des sujets divers et variés abordés à travers les possibilités infinies de son concept jouissif de série B. Et ce, avec une subtilité digne de ce même concept. I have had it with all these idealistic pigs. They want the impossible. Everyone to have. Attends, il parle d'Israël? Parce que oui, ça a beau être la promesse Il parle des Palestiniens, là. séduisante d'un joyeux bordel où C'est Biden. tout le monde s'entretue, vous voyez que ça a ce côté what if, lui aussi très efficace pour parler qu'on vit dans une saucisse. Un des enjeux reste une forme d'anticipation ou de spéculation à laquelle une idée forte sert de catalyseur. Elle pose un cadre immédiatement compréhensible et assez intriguant, une boîte de pétri pour développer tout un tas de situations, un genre de bac à sable thématique, promesse de fun comprise, dont vous saisissez très vite les règles de base. Et oui, c'est vrai que c'est fun, quoi. Bon, après, t'en as vu un, t'en as vu deux, après, il y en a 5 autres, tu t'emmerdes, quoi. Don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. Là encore, comme une nouvelle ou un épisode autonome de série, Moi, justement, je trouve qu'un film comme ça, c'est débile. Le concept, c'est vraiment genre les gens, ils vont s'entretuer. Mais en fait, tu peux tellement en faire un film de gauchiste. Justement. Genre en mettant en lumière toutes les tensions sociales, genre qui veut tuer qui veut s'en prendre à qui. Plutôt que juste faire des gens méchants qui font peur et qui tuent tout le monde, tu montres précisément qui s'attaque à qui. Et ce qui est révélateur des tensions, quoi. Genre, enfin, je sais pas, genre, imaginez demain il y a une purge en France, mais je pense que Pôle emploi se fait littéralement assiéger minute 1. Tu vois, enfin, c'est d'aller droit au but. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que le concept de The Purge est ouvertement pompé sur un épisode de Star Trek datant de 1967. À partir de là, vous voyez bien le potentiel. Vous pouvez vous-même totalement imaginer une multitude d'histoires, de situations, de déclinaisons. Non, j'ai pas vu les suites. J'en ai vu 1 ou 2, je crois. Rien que pour l'exercice. Il n'y a même pas de limite en termes de genre, de ton ou de Mais limite, en fait, il faudrait qu'il y ait un film The Purge qui soit réalisé par le mec américain, là. Le noir américain, là, qui fait des films de noirs américains. Comment il s'appelle, là celui qui a fait Get Out et tout ça. En gros, il pourrait reprendre un truc de The Purge et de faire une version Spike Lee. Jordan Peele, non, c'est Jordan Peele. Jordan Peele, il pourrait en faire un bon, je pense, de The Purge. Un The Purge bien raciste. Dommage, et c'est bien ce qu'exploite la franchise. Il a fait Us, oui, c'est vrai qu'il a fait Us. Jusqu'à l'os. Et d'ailleurs, je trouve personnellement qu'un des problèmes de la franchise, c'est de vouloir parfois devenir de vraies suites avec des héros récurrents qui évoluent, perdant un peu du sel de son côté anthologique. The Purge, premier du nom, est un film d'intrusion assez basique où on suit une famille qui tente de survivre à cette funeste nuit. Le second, Anarchy, c'est The Purge mais en ville. Le troisième, c'est The Purge mais en période électorale. Ouais, je merci beaucoup Antoine pour le raid. Bienvenue mon député. Hier j'ai regardé votre actualité mon député. J'ai bien aimé la vidéo, très très claire cette vidéo. Je trouve moi aussi que les médias, ça part vraiment en vrille. Mon député, moi aussi je trouve les médias ça part en vrille. Et en même temps je comprends cette double stratégie. C'est-à-dire qu'on investit les réseaux sociaux parce que c'est le seul endroit où on peut parler. Et en même temps on va sur les plateaux. Et il y en a plein à LFI, ils sont là pour dire « Mais pourquoi mon député? Pourquoi vous allez sur les plateaux alors qu'ils vous laissent pas parler ?» Mais moi je comprends la stratégie, merci mon député, oui. Merci beaucoup Antoine. C'est ça chacal là, mais elles sont bien les vidéos qu'il fait Antoine en ce moment, elles sont bien. The First Purge, qui, comme son nom... Bon, on est en train de regarder la vidéo de Bolchegeek sur les Américains deuxième amendement mentaux qui font des films où tout le monde y s'entretue. Si vous avez déjà vu The Purge et tout ça, voilà. Il a fait une vidéo là-dessus, une vidéo d'1 heure, on est parti. On est en train de mater ça. N'indique pas, et le quatrième, mais comme son nom l'indique bien, est une préquelle, raconte la première purge. C'est bon, vous suivez? Et donc, le cinquième, The Forever Purge, c'est la purge, mais toute l'année.
Mais attention, nouvelle règle, j'y ai rajouté des... Mais c'est de la merde Forever Purge du coup. Ça s'appelle la guerre en fait, c'est plus le... Bref. petits clous, tout rouillé, avec le tétanos. Et la série, quant à elle, eh ben, Forever Purge, ça s'appelle la bande de Gaza en fait, c'est la Palestine, c'est la Cisjordanie. c'est The Purge, mais en série, suivant donc tout un tas de personnages et de situations différentes pendant une nuit qui s'étale sur toute la saison 1. Et pour la saison 2, attention, on commence à la fin de la purge annuelle pour en explorer ensuite les conséquences. Donc voilà, tout est possible et c'est sans fin, hein. Par exemple, l'idée de faire un The Purge film de braquage qui a fini par devenir une des intrigues de la série, ou l'intrigue de la saison 3, donc depuis annulée, qui devrait devenir celle du 6ème film. Alors même que le 5ème devait être à la base le dernier. En fait, à chaque... La série est éclatée, mais ça m'étonne pas. Enfin, avec un concept comme ça, d'où tu fais une série? À la limite, t'aurais pu faire un bon truc. Mais depuis que Walking Dead, ça s'est cassé la gueule, rappelle, hein, Walking Dead, la série qui a été tellement sucée. On était là en 2010, on était tous en mode « Oh putain, j'adore Ned Stark. Non, Ned Stark, c'est Game of Thrones. Bref, mais comment il s'appelle? Daryl, je sais plus quoi. Tout le monde suçait The Walking Dead. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour en parler. Un échec, hein. Fois qu'ils ont essayé le problème des séries qui ont fini par faire des épisodes filler, on dirait One Piece quoi. De clore cet univers en faisant que la purge... Oui, c'était pas mal au début en vrai. Quand est-ce que ça a commencé? En fait, ça a recommencé à être un peu bien avec l'apparition de Ned Flanders là. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus comment il s'appelle. Ned je sais plus quoi. Mais après c'était à nouveau de la merde quoi, bref. Negan, ouais voilà. Et officiellement annulé par exemple, ils ont remis une pièce dans la machine. Game of Thrones aussi, ça s'est cassé la gueule. Ouais. Mais moi, mon avis, c'est parce que comment il s'appelle? Non, c'est Tolkien, ça. J.R.R. Martin, là, il écrit pas assez vite. C'est quoi, ça? Maintenant qu'il a des thunes, il met 10 000 ans à faire un bouquin. Non, mais ça va, quoi. Finis-le, ton bouquin, en fait. Ça me rappelle une anecdote assez marrante, symptomatique du fonctionnement des studios et de leur exploitation des high concepts. Le succès de Die Hard... Même Miyazaki, il sait faire un film à 82 ans en 6 ans, quoi. Même Miyazaki, il va plus vite que lui, quoi. Film high concept par excellence, a donné tout un sous-genre du type badass contre des méchants dans insérer des corps clos. Un des premiers scénarios du 3 devait être Die Hard sur un bateau avant que les producteurs captent que Steven Seagal était en train de faire son propre Die Hard sur un bateau avec Piège en haute mer. Ce scénario a donc été remisé dans les tiroirs avant d'être ressorti pour devenir Speed 2, alias Speed sur un bateau et sans Keanu Reeves. Die Hard s'est alors tourné vers un scénario écrit à l'origine pour Brandon Lee qui, à la mort subite de ce dernier, avait été retravaillé pour devenir un L'Arme Fatale 4. Oh putain, attendez, Steven Seagal, là, ça me donne envie de revoir ça. Désolé, mais... Aikido. C'était Aikido, non? Oh, le plaisir. Je crois que c'est quoi? Où il fait... Je crois que c'est ça. Regardez-le. Ah mais non, là c'est ses élèves là. Oh là là, bah en même temps quel flow. Regardez sa tête. Il a du flow. C'est incroyable, regardez la airline. On dirait c'est un Playmobil, on lui a mis un casque. Il est incroyable. Oh, il a maravé. Putain, si j'avais de la thune, je ferais un cours d'aïkido avec Steven Seagal, moi. Attends, c'est quoi ça? Là, il lui a tapé sur le nez. Genre, pof. Petit, genre, paf. Le coup du nez. Putain. Also, we have a seminar October 12, 13, 14, and it will be Aikido, Kung Fu, and probably some karate. And we welcome everybody all over the world. Please come and join us. Putain, ça coûte combien ces cours d'aïkido? Combien ça coûte de se faire train par Steven Seagal?
Et c'est pour ça qu'on y retrouve McClane avec un coéquipier joué par Samuel L. Jackson dans une dynamique de buddy Incroyable celui-là. movie similaire à la célèbre franchise. Et pendant ce temps-là, notre inénarrable Droopy a récupéré un script de Sue Dayard dans un train Son à gauche, il y a un problème de son, ça grésille les gens? pour le transformer en piège à grande vitesse. Ah non, non, l'interview, ok. On l'a dit, un high concept doit être simple, mais il doit aussi se démarquer. C'est pour ça que Imagine les morts reviennent à la vie n'est pas, ou en tout cas plus, un high concept. Pour ça, on est obligé de se distinguer, donc il y a des zombies mais ils courent, il y a des zombies mais ils courent dans un train. Ah oui, ça c'était Dernier Train pour Wuhan là. Des zombies mais en fan footage, il y a des zombies mais c'est une comédie romantique. Après, zombie fan footage. Dans un train, il y a des zombies Rec c'était bien, Rec il était bien. mais en fan Dernier Train pour Busan, ouais. footage, il y a des zombies mais c'est une comédie romantique. Chain of the Dead était bien. Il y a des zombies mais à la plage, à la ferme. Ça j'ai jamais vu. Et font du ski. Vous voyez un peu comment cette économie adore ce genre de truc. Après tout, indépendamment du fait d'être un chef-d'œuvre, Les Dents de la Mer, considéré comme un des blockbusters fondateurs, s'est vendu sur un concept ultra simple, à l'efficacité redoutable, compréhensible au moindre coup d'œil au titre ou à une affiche. Cependant, une fois qu'on a dit ça, on est loin d'avoir tout dit. Il suffit pas d'avoir un high concept. Putain, et après on a eu des films comme... C'était quoi? C'était Piranha 3D? Ou c'était Shark versus Teenager? Je sais plus. Putain. Pour que ce concept fonctionne, même si les costards-cravates sortis d'école de com font des rêves. Sharknado. Oh, attendez. Je veux voir la... Attendez, c'était quoi? Je veux voir à quel point c'était Sharknado. Il y en a eu 6! Il y a eu 6 films Sharknado! Sharknado 6, Shark versus T-Rex. Ah mais non, mais là, c'est le film complet, ça. L'ouragan David est en passe d'être le premier ouragan à toucher les États-Unis. Avis de tempête. Vers le nord. J'en ai jamais vu autant, il faut voir les morceaux. Des requins. Il pleut à peine. Il pleut des cordes ici, et je parle pas de plomberie, mais de l'océan. Toi aussi, Oh putain, les punchlines. tu rentres chez toi. J'irai nulle part. La tempête approche et à vitesse grand V. Je peux pas rester assis à regarder ça sans rien foutre. Se dirige droit sur l'aéroport. Ah ouais, c'est quelque chose. Faut la détruire avant qu'elle ne l'ait. Attends, quoi? C'est quoi ça? Se dirige droit sur l'aéroport. Attendez, c'était quoi ça? Il faut la détruire. Ah, il y a un gars. C'est quoi cet effet spécial? Ah! Les tous. Accroche-toi. On peut pas attendre que les requins nous tombent à nouveau sur le coin de la gueule. Ah mais les requins dans le film, carrément, ils font des... Ils sautent en l'air, Ok. On va balancer des bombes au cœur des tornades. C'est beaucoup trop dangereux. Il y en a plein. Il va nous falloir un hélico plus puissant. Claudia, attention. Il est temps de lever l'encre, mon pote. Ok. Bon, j'ai jamais vu les Sharknado, hein. Putain. Moi, je suis désolé. Vive l'Américain. Moi, quand je vois des films comme ça, je me dis quand même... C'est bien les Américains. Timide à l'idée de trouver On n'aurait jamais vu ça sans l'Américain. telle formule. Que la mayonnaise The Purge ait pris avec un véritable succès commercial populaire renouvelé et son petit impact culturel repris, mémifié et remobilisé, ça dit quelque chose du public et de l'ère du temps. D'autant que, contrairement aux Dents de la Mer, ces films sont loin d'être des grands films, retenus par la critique et le monde du cinéma, et sont aussi loin d'être des blockbusters comme on l'entend aujourd'hui. Et pour comprendre ça, il faut d'abord se poser la question, pas tant de c'est quoi The Purge, mais de qui fait The Purge. Ça a l'air mieux que The Purge, no fake. Mais vous êtes là, vous avez des avis comme ça, un peu de gauchistes, vous avez tous sucé, comme tout le monde, Hotline Miami quand ça existait. Vous étiez tous en mode Hotline Miami, j'adore la sensation de tuer tous les ans. C'est un peu des trucs politiques, la guerre du Vietnam, j'aime bien. Et la BO, quelle BO incroyable, de l'électro, j'aime trop. You know who created the Purge, don't you? On doit les The Purge au studio Blumhouse, du nom de son fondateur, Jason Blum. Et Blumhouse est une boîte de prod assez particulière qui fait un peu débat. Même si vous vous intéressez pas forcément à ces choses-là, c'est un studio que vous avez déjà croisé sans le savoir. Enfin, pas physiquement, parce qu'ils sont à Los Angeles, mais vous m'avez compris.
On n'est pas face à un gros mastodonte qui pond des blockbusters à plusieurs centaines de millions tirés d'un... L'intérêt de Hotline Miami, c'est le gameplay et rien d'autre. Oui, mais tu te rends compte? Tu tues des gens, des innocents. Alors oui, certes, c'est des pixels. Oui, certes, mais derrière, dans la vraie vie, c'est la violence. Tirer à l'arme à feu sur quelqu'un, c'est pas rien, quoi. Et nous, on joue à des jeux, et ça légitime ce genre de choses. Non, mais ça... énorme catalogue de franchises rachetées à coups de milliards. Mais on n'est pas non plus face à un label arty façon A24 qui aurait fait son nom sur la qualité ou l'originalité de ses prods. Parce que oui, un studio indé... Moi je suis désolée, mais je préfère voir des gens s'épanouir sur un jeu où il faut construire des fermes et cultiver des carottes et être amis avec les voisins et faire des quêtes annexes où il faut leur donner de l'eau. Moi j'aime ça, c'est ça la vie. On ne veut pas forcément dire un télo, avec une ligne édito très branchée et des grandes exigences artistiques en opposition à ces gros mastodontes qui feraient du fast-food cinématographique purement commercial. Jason vient pourtant de la bourgeoisie culturelle et artistique californienne, avec un daron directeur de galerie et une maman prof d'art, mais pas votre prof d'art plastique au lycée Bernard. Putain, sa daronne c'est une méchante de Disney quoi. Pas ici, plus genre elle a une page wiki quoi. Parents qui lui ont payé de très bonnes études. Ce costume vaut plus cher que votre éducation. Avec des relations qui lui ont permis de produire son premier film. Mais le cœur de Jason penche vers un cinéma assez méprisé par le bon goût des élites culturelles pour qui l'art est en premier lieu un outil de distinction sociale. Je dis le cœur, mais également le porte-monnaie, car Jason est aussi et surtout un excellent businessman. Le modèle de Blumhouse repose sur de tout petits budgets à gros potentiel. D'où l'intérêt des high concepts. Mais attendez, Get Out, c'est aussi son studio à lui? L'objectif étant une prise de risque faible. C'est vraiment facile de les rentabiliser entre l'exploitation en salle, à l'international... Ah, c'est aussi ça? Ok. Ou sur support physique, les plateformes, etc. Surtout quand le concept est assez attrayant pour capter la curiosité du public sans dépenser des millions en com au détour d'un bac DVD. Oui, bon, j'ai compris. Apparemment, ce mec, c'est lui le businessman des films d'horreur, quoi. C'est lui qui détient la plus grosse part. Frôlant les suggestions Netflix ou en passant devant l'affiche un jour de déshérence dans un centre commercial. Et au pire, quoi? T'auras perdu quelques petits millions. Et quand ça marche, ton retour sur investissement est vraiment pas dégueu. Mais le endgame, c'est que dans le tas de toutes ces petites productions malines, il y en a qui deviennent de vrais phénomènes culturels. Et là... Paranormal Activity, moi je comprenais pas. J'ai jamais été en voir un seul. Je vous jure, je n'ai pas vu un seul Paranormal Activity parce que dès que c'est sorti, je me suis dit mais c'est éclaté. Genre, c'est un projet de youtubeur ça. Moi, je veux bien le voir gratuitement sur YouTube, mais je comprends pas que je doive aller en salle pour voir un truc comme ça. Banco. Parce que quand je dis que vous les avez déjà croisés, Blumhouse, c'est entre beaucoup d'autres choses, Sinister, Insidious, Unfriended, Split, Ouija, mais aussi les Paranormal Activity. Vous voyez le truc, le premier Paranormal Activity, c'est du found footage, la forme top budget par excellence, dans une maison à la con, avec des effets ultra simples. Le coût de prod d'un machin comme ça, c'est 15 000 $. 15 000 $. Et je crois que le film a généré quoi, des millions hein. Je sais plus combien il a fait comme thune, mais... Oh, putain, ouais, le retour sur investissement, y a rien de plus rentable au monde, en fait. Combien t'a coûté? Je sais rien. Alors, faut relativiser un peu la légende, hein, parce que quand ça a attiré l'attention des professionnels via les réseaux et les festivals, ils ont quand même rajouté 200 000 pour rendre ça commercialisable, notamment le son, la post-prod, etc. Okay. Et ils ont même retourné la fin à la demande de, Steven Spielberg. Mais même là, pour un film, c'est ridicule comme budget. Surtout quand ça devient le phénomène qu'on connaît et que ça rentre 193 millions. 193. Ah oui, 193 millions. Ouais. 13 millions. C'est un PIB de petit pays. Et 400 000 si on veut être précis. Mais tiens, regardez, rien qu'en arrondissant, j'ai enlevé 2 fois le budget final et 25 fois le budget initial. Désolé, mais on n'est même plus sur de la rentabilité quand on parle de quasi du fois 1000. Juste le film le plus profitable de tous les temps. Juste. Now, whether or not this was just a marketing tactic or real fan participation, it certainly seemed to work. This has got to be one of the most profitable movies ever created. Vous imaginez bien que les autres productions, va falloir en planter un paquet pour couler la boîte.
Et quand bien même ces profits sont partagés avec les diffuseurs, etc. Surtout qu'après, il y a les suites, qui cherchent toujours... Mais attendez, comment ça s'appelle Cloverfield, c'était le même studio, non? Du coup, Cloverfield, ça devait être un peu ça. Malgré ce succès colossal de tout petit budget. Bon, et même si on retrouve des chiffres un peu plus standards de quelques millions, faut pas déconner, on est sur une franchise qui aura à peine coûté 30 millions cumulés et qui approche tranquillement du milliard de profit. Donc voilà, on balance plein de trucs contre le mur. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? On voit ce qui colle, et là, on traite la vache aux œufs d'or tant qu'on peut et sans jamais se risquer à des productions monstres qui pourraient mettre le studio en péril. À savoir l'exact inverse du système des tentpoles sur lequel reposent les grosses prods. C'est totalement commercial comme modèle économique, mais j'aimerais déjà que les gens sortent un peu d'une vision caricaturale où indé, ça serait bien l'art avant tout, par opposition au vilain cinéma commercial qui ferait rien qu'à faire du capitalisme. D'ailleurs, je précise un truc, mais il y a aussi un élément, c'est la distribution. Un film comme Paranormal Activity, par exemple, est une production indépendante de Blumhouse qui va devoir la faire distribuer, en l'occurrence par Paramount, qui est loin d'être une petite boîte. Résultat, vous verrez qu'en tant qu'indépendant, Blumhouse doit à chaque fois convaincre des distributeurs, des petits comme parfois des énormes, et des investisseurs. En l'occurrence DreamWorks pour Paranormal, d'où l'implication de Spielberg. Et c'est d'autant plus nuancé que là, évidemment, on parle de projets de petits futés comme Paranormal, qui essaie clairement de reproduire des recettes à la Blair Witch, qui avait été un phénomène culturel énorme. Un tournage pour que dalle, avec un petit peu plus de thunes pour la post-prod, un marketing viral et des recettes stratosphériques. Voire même de projets cyniques, quand il s'agit d'adapter le Ouija ou de vieilles franchises et de les... Putain, mais le Ouija... Moi, je comprends pas que les gens... Ils trouvent ça trop stylé. Genre le Ouija, mais on se fait chier, quoi. C'est quoi, ça? Merci pour le sub offert à Létard. Pourquoi tu me dis moufette, Létard? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as dit un truc ou... Merci Altef4 pour le sub. Tu m'as envoyé un message Discord? Non, même pas. Pourquoi tu me dis juste moufette? Je comprends pas, Létard. Dernière goutte. Mais ça se résume pas à ça, puisque ce système permet notamment, comme il n'y a pas trop de prise de risque et qu'on cherche à tester des trucs un petit peu qui accrochent, que les réalisateurs aient les mains libres sur... Bonjour Létard, bonjour. Leur projet. I guess France, I don't know if they invented it, but they take credit. Attendez, hop. For the auteur theory of filmmaking, which is a more European way of making films, which is the director has much more power than they have in the traditional Hollywood system. Oui, mais on a moins de thunes. Et du coup, on fait des films... Oui, bon. Après, c'est bien. Après, ça donne des épisodes de Vieux Man qui bandent sur des Jean-Pierre Mocky, là. Mais nos films, bon. So we kind of... Il y a une raison aussi pour laquelle notre cinéma a fini par mourir un petit peu, quoi. Take that system. Malheureusement, c'est le capitalisme. And apply... C'est très bien. Imaginez là, les gens qui viennent de chez Mon Député. Mon Député, imaginez. Notre industrie du cinéma bénéficie, je ne sais pas moi par exemple, d'une caisse pour laquelle tous les artistes cotisent, surtout ceux qui ont du succès, et ils redistribuent. Et c'est comme le CNC, mais dès que tu te lances, t'as moins de barrières, tu veux faire un petit projet, hop, t'as des thunes. Quel banger, hein. On serait un pays à la pointe du cinéma, on ferait des films de fous. C'est déjà le cas, ouais, mais non, c'est compliqué quand même. Filmmaking. We give the director more power and more control than they ordinarily have in Hollywood. C'est déjà le cas, oui, un peu, oui. We have a lot of creative input through the process of the movie, but ultimately, the director always knows that... Non mais maintenant, imaginez, on fait cotiser les youtubeurs à cette caisse. Le cinéma est sauvé. C'est peut-être ça le problème, le cinéma est sauvé. Et on est sauvé. He or she will have the final decision. And that's kind of the Blumhouse formula. Ça permet donc aussi des productions Blumhouse qui ont un peu plus d'ambition artistique, même si on reste dans un cinéma de genre à budget limité, comme Get Out ou BlacKkKlansman. Ou alors de donner leur chance à de nouveaux créateurs, ou à des expérimentés, mais à qui plus personne fait confiance. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Shyamalan qui essayait de faire son Marvel Cinematic Universe rien qu'à lui, version top budget.
Vous l'aurez peut-être compris, le côté high concept et en réalité... Le cinéma français c'est basé, même si Moufette pense que le MCU c'est le cinéma. L'étard, je n'ai vu qu'un seul film Avenger. Je ne connais rien au MCU. Arrête de parler en fait, c'est trop. Assez putaclic comme on dit en ligne, qui est clairement un outil commercial, il permet aussi à du menu fretin de tenir tête aux gros requins. Surtout à une époque où ces derniers délaissent les projets originaux au profit de l'exploitation de marques issues de catalogues. Et là, faut qu'on parle vite fait de ce qu'on appelle le cinéma d'exploitation. Oula, ok, pause. Alors, je suis Mathieu de la chaîne Le Coin du Bis et c'est moi qui monte cette vidéo actuellement. Vu que là ça mentionne l'exploitation et la série B, je vais juste prendre la main rapido pour éviter quelques petites confusions. La série B, c'est un terme apparu dans les années 30. Il désignait les films de genre à petit budget qui passaient lors des séances en double programme dans les cinémas de quartier américains. En double programme, ok. Dans ces doubles séances, le public se déplaçait généralement pour le grand film hollywoodien, la série A, mais pouvait... Parce que ça, je sais pas, moi je savais pas que ça venait de la série B. Également, pour le prix d'un seul ticket, assister à la projection d'un autre film plus modeste, la série B. Majoritairement... Ok, donc en mode tu viens pour la soirée, et si t'as envie de passer une soirée encore plus longue, t'as un film un peu de merde derrière, mais c'est pas grave, ça donne la chance à des jeunes artistes, et du coup tu devais commencer par faire de la série B. En fait, c'est un peu comme faire la première partie d'un concert. Tu te fais remarquer, c'est pas incroyable, t'as pas le temps de montrer tout ce que tu veux faire, mais c'est déjà bien, quoi. Composé de westerns, de films d'horreur, d'action et de SF, ces films compensaient généralement un budget dérisoire par une inventivité à toute épreuve. Et si la critique a longtemps boudé ces films par pur snobisme, ils comportent néanmoins de nombreuses perles et des petits chefs-d'œuvre. D'ailleurs, pas mal d'acteurs et de réalisateurs reconnus ont également fait leur début dans ces films assez modestes. I'm Vincent Price. À partir des années 50, l'apparition de la télévision dans les foyers américains va fragiliser Hollywood, qui se focalise alors sur les films à très grand spectacle et délaisse au passage les séries B. Quelques années plus tard, Roger Corman voit qu'il y a un créneau à occuper et va devenir le spécialiste en la matière en fait, les séries B, c'est devenu les youtubeurs, quoi. Produisant une tonne de séries B, principalement à destination de la jeunesse, et qui vont, grâce au relâchement progressif de la censure et la fin du code Hays, de plus en plus s'orienter vers le cinéma d'exploitation. Et là, attention à la confusion, car si le cinéma d'exploitation est composé de séries B et de séries Z d'ailleurs, une série B ne sera pas forcément du cinéma d'exploitation. Ce terme désigne des films à petit budget, mais où l'accent est mis en priorité sur le sexe et la violence. En gros, le but ici n'est pas de produire quelque chose d'artistique ou même de très réfléchi, il s'agit surtout d'amasser rapidement et facilement un maximum d'argent en flattant les plus bas instincts des spectateurs. Ces films racoleurs sont tournés selon les modes du moment et flirtent systématiquement avec... Attends, c'est quoi ça? Aérobicide? Où c'est des meufs qui font du yoga et il y a un tueur? Mythe de la censure. Ah ouais, putain. Et à partir de la ça me donne envie d'en voir, en fait, ça a l'air quelque chose. Les années 60, moment où le code Hays va être abandonné et où la censure va se détendre un peu, vous vous doutez bien de ce qui va se passer. D'où cette fausse impression que le cinéma d'exploitation est né dans les années 70, alors qu'en réalité non, mais il a juste enfin pu mettre tous les potards à fond à ce moment-là. Si tous ces films ont pendant très longtemps une mauvaise presse, il faut quand même nuancer une chose. Alors c'est pas parce qu'un film est classé dans la catégorie exploitation qu'il est forcément mauvais, ou qu'il n'a rien à dire pour autant. Et ça, tout le monde ne s'en est pas forcément rendu compte sur le moment, mais avec le temps, quelques films sont sortis de cette case un peu infamante pour devenir des œuvres respectables et respectées. Par exemple, quand on parle de Massacre à la tronçonneuse, on n'en parle plus vraiment comme d'un film d'exploitation, on en parle comme d'un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur et même comme un chef-d'œuvre du cinéma tout court. Bon après, pour en revenir à The Purge, malgré les apparences, on n'est pas dans le film d'exploitation basique comme à l'époque. S'il y avait eu toute une série de films copiant The Purge avec des budgets rikiki, tous sortis en DTV ou disponibles dans les tréfonds de Prime Video sous l'appellation Purgeploitation, là oui, on aurait pu parler d'exploitation au sens initial. La différence, c'est que Blum exploite certes une formule qui marche en multipliant les films sur le même principe, mais il le fait de manière très confortable, avec des budgets restreints mais qui restent bien au-dessus d'un film d'exploitation classique, et avec un réseau de distribution qui n'a absolument rien à voir. Là où un film d'exploitation sortait dans un circuit de salles limité, pas forcément prestigieuse, les fameux Grindhouse, et surtout sans grande communication, les films de Blum sont distribués absolument partout, via de très très gros studios, et disposent en plus d'un rayonnement permanent via le support physique et les services de VOD. Pour moi, la saga des The Purge s'apparente bien plus à de la série B. Alors de la série B de luxe, hein, mais de la série B quand même. Ce ne sont ni des séries Z fauchées et mal branlées, ni des blockbusters, et encore moins des films d'exploitation, puisque les The Purge ont malgré tout une volonté artistique. Ok. Et quelque chose à dire. Merci monsieur le professeur. Non, c'est bien le petit point j'écoutais là. Bref, voilà, je m'arrête ici, mais si jamais l'histoire de tout ce cinéma alternatif vous intéresse, je vous laisse aller faire un tour sur ma chaîne. En attendant, on y retourne. J'ai tout compris, en tout cas.
Bon, vous aurez bien compris dans quel héritage s'inscrit The Purge, d'autant que c'est assez assumé par leur petit papa, un certain James DeMonaco. Ce gars, c'est pas un grand nom du cinéma, clairement, il court pas après les Oscars, et ça fait un moment qu'il se consacre quasi exclusivement à sa poule aux œufs d'or. Il a quand même une petite carrière de réal, et surtout de scénariste, d'ailleurs on lui doit le scénar de Jack, de Coppola. Oui. C'est vraiment évident ce qu'il essaie de faire, même si James n'a pas le talent de ses modèles comme Carpenter, Romero, Walter Hill ou Verhoeven. D'ailleurs, il délègue volontiers la réal. Je dis pas du tout ça méchamment, déjà ce cinoche-là se résume pas à ses grands maîtres et à ses chefs-d'œuvre, mais surtout, c'est lui qui le dit. J'ai toujours vu ces films d'abord comme des petits thrillers hybrides entre horreur et action. J'ai grandi en regardant New York 1997, Mad Max 2 ou Soleil Vert. Des trucs dingues qui étaient presque des séries B en fait. Dès le début, j'avais en tête d'aller chasser sur les terres de John Carpenter, George Romero ou George Miller. Et au final, c'est devenu des films de fous, quoi. Alors, modestement, à mon petit niveau. Comme quoi, la culture populaire... Ça va plus loin que ça, parce que James DeMonaco, il a un prod qui l'accompagne dans ses aventures du nom de Sébastien... Quand tu laisses les gens faire, ils font des trucs... Mercier. Et oui, un petit français, coucou Sébastien, si tu tombes là-dessus, je sais pas trop comment. Parce que Plot Twist, c'est coproduit par une boîte bien de chez nous, contrairement à ce que son nom laisse penser, Why Not Productions. Ce qui signifie que The Purge, non seulement c'est aussi un film français, mais qu'en plus, ils ont les mêmes prods que Ken Loach ou Jacques Audiard, Desplechin et plein d'autres trucs d'auteurs. Okay. Vous voyez, faut sortir un peu des clichés sur l'industrie. Mais surtout, tout ça pour dire que le set... Putain, je me rappelle de Dipan, ces films de Audiard, là. C'est Elias qui m'avait fait voir ça. Il était bien, en vrai. Après, c'est trop bandeur. Enfin, c'était un peu... Bon, bref. Il avait carrément collé James à l'écriture... Mais Audiard, il fait que des trucs de bandeur, quoi. Remake de Assaut par un autre Frenchie, Jean-François Richet, sous la houlette de Papy Carpenter lui-même. J'adorais Assaut quand j'étais gamin. Ils m'ont envoyé rencontrer Carpenter. C'était un rêve qui se réalisait et John était vraiment chaud pour faire un remake. Il adorait mon idée de faire des flics les méchants. Il disait genre c'est trop subversif, Il déteste les flics. La logique du premier The Purge fait pas mal penser à d'autres cadres restreints mais efficaces comme La Nuit des Morts Vivants ou, tenez, Halloween, du même Carpenter, avec un tueur dans un théâtre réduit à un pâté de maison. Donc c'est pas qu'en termes de production que ça ressemble, ou plutôt de ce type de production... Mais est-ce qu'on a eu ça en France ? Est-ce qu'en France, on a eu toute une période pendant laquelle on avait une flopée de films un peu horreur comme ça, qui ont bien marché ? On n'a pas eu cette période-là chez nous. Je me posais la question. Des types de films. Et The Purge s'inscrit aussi dans cet héritage de manière, on va dire, esthétique. À l'intérieur, Martyr Calvaire, putain, mais je connais pas du coup. Et oui, c'est vrai, les mecs comme Carpenter, ils sont à l'ancienne, ils aiment pas trop les flics, mais maintenant, on pourrait plus faire ça parce qu'on peut plus rien dire. Fuck you. Là, je me moque, mais je dis quand même ça un peu semi-premier degré, parce que ce cinoche-là, c'était quand même des dingueries. Genre The Warriors de Walter Hill, qui est clairement une référence de The Purge à partir de Anarchy. Bon, le pitch, c'est t'as un leader charismatique, un peu genre Black Panther, qui rassemble toutes les bandes de la ville pour un discours, comment dire... Can you count, suckers? 60,000 soldiers. Now there ain't but 20,000 police in the whole town. Can you dig it? Can you dig it? Putain, j'avoue, c'est simple, mais c'est clair, quoi. The problem in the past has been the man turning us against one another. We have been unable to see the truth because we have been fighting for 10 square feet of ground. Et après, il est assassiné par des rivaux avec l'aide de la police. OMG. Qui foutent ça sur le dos des Warriors, un petit groupe qui, à partir de là, essaye de retourner dans leur territoire sans se faire fumer. Non mais sérieux, imaginez un truc comme ça. Ah putain, mais le scénario est incroyable, j'ai envie de le voir ce film. Ok, ça veut dire qu'il voulait faire une révolution, puis finalement il a été assassiné, puis du coup tout le monde se... Ok, et maintenant ils doivent rentrer chez eux. Qui sortirait maintenant. Le film a l'air incroyable. On verrait bien d'où elle vient là quand c'est le culture, mais bref. Tout ça pour dire que ce cinéma, malgré son côté commercial, il y avait quand même un truc transgressif.
Notamment parce qu'il y avait moins de pression économique et que c'était des genres pas vraiment pris au sérieux, avec le prétexte du côté fantastique, SF, etc. Donc ils pouvaient se lâcher les gars. When the killer is a cop, there's danger in every badge. You're not gonna get me. Bullets cannot kill him. This is one maniac you'll have to face alone or die. The choice is yours. You can fight il met des patates. Him. Remain silent forever. Starring Bruce Campbell from Evil Dead. Maniac Cop. Et quand je dis se lâcher, c'est vraiment avec zéro subtilité. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Ah, c'est un film genre où il y a des reptiliens. En fait, c'est génial. Moi, ça me donne envie de devenir complotiste. C'est vraiment esthétique complotiste, c'est trop bien. En parlant de subtilité, tiens, revenons au concept de la purge. Parce que, high concept, série B, tout ça, malin petit ours brun, sauf que, une fois qu'on a dit ça, ça soulève un truc encore plus intéressant à mon avis. C'est pas parce que t'as une idée forte qu'elle va prendre, même si c'est le rêve de tout marketeur. Alors, qu'est-ce qui fait que ce concept est un concept fort? Pourquoi l'idée de la purge, ça marche? Autant le dire tout de suite, hein, c'est... Parce que c'est les Américains. Hein, pas pour la finesse... En même temps, je dis ça, mais aujourd'hui, ça marcherait chez nous. Hein. Tu pourrais faire la purge sous un angle, oh là là, les banlieues islamisées. En fait, je pense qu'on devrait avoir des exutoires. Moi, mon avis, c'est ça. On devrait faire un film complètement bas les couilles, où c'est une sorte d'exutoire en mode banlieue versus campagne. Un truc débile. Où vraiment, ça, dans tous les sens, avec des cris de Willem, des gens qui explosent, quelqu'un qui fout des mandales et il vole dans tous les sens. Et tu fais un cast, tu mets Bassem, tu mets Papacito, que des... perspective de cette idée. Vraiment, c'est histoire de se lâcher un bon coup et de voilà quoi. Comme ça, on arrête un peu d'être raciste, on s'amuse, on va au cinéma quoi. Parce que si on réfléchit 2 secondes à est-ce que la purge en vrai ça fonctionnerait, on voit vite l'entourloupe. Les films partent du principe que l'instauration de cette politique fait vraiment chuter la criminalité et solutionne à sa manière une grave crise socio-économique. Ok, instinctivement, on se dit que ça sert de catharsis et du coup, après les gens, ils sont calmés et ils se tiennent sages. That is being described as a societal catharsis. Ce qui contredit à peu près tout ce qu'on sait des raisons de la criminalité, mais aussi le bon sens, quoi. Je veux dire, la criminalité, elle est due à... Athéna, mais Athéna, c'est pas assez débile. Athéna, ça se prend trop au sérieux. C'est trop, Athéna, c'est un peu... j'adore la banlieue, mais j'aime aussi aller dans les musées et regarder des belles toiles du XVIe siècle. J'ai envie de faire un film qui parle des deux à la fois. Je vois des banlieusards sur la 66 avec des fusils. Elle se résume certainement pas à un J'aime les sauvages. besoin des gens de se défouler. Admettons. Alors, c'est pas grave, hein, c'est pour le fun, mais en fait, d'une certaine manière, c'est pas aussi con que ça en a l'air. Je m'explique. Forcément, avec la purge, tu comptes pas le déchaînement titanesque de méfaits la nuit elle-même chaque année, puisque, par définition, ils sont autorisés. Il y a de la criminalité que quand quelque chose est criminalisé. Vendre du shit, ça compte, mais semer la misère dans une région entière en délocalisant une boîte en Moldavie, non, ça compte pas. Braquer une banque, c'est un crime, en monter une... Banco. Mais pour paraphraser l'autre, je sais pas lequel est le plus moral. Bon, mais admettons. Bon, en plus, ça exclut plein de trucs qui auraient dû avoir lieu sans ça, mais que les gens ont juste attendu cette nuit-là pour commettre. Et surtout, il y a la quantité extravagante de toutes les saloperies auxquelles les gens se seraient jamais livrés sans ce moment d'amnistie. À quoi il faut ajouter que ça crée un contexte de tension encore plus extrême, avec encore plus de cycles de violence, de vengeance, etc. Bon, mais admettons. The owner of that house killed my son 12 months ago. He was coming home from school, and he swerved off the road. That bastard's blood alcohol level was 3 times the legal limit, but you know. Et puis, même si on réfléchit juste un peu, le reste de l'année, qu'est-ce qui a changé?
Genre, qu'est-ce qui te dissuade plus de commettre un crime qu'avant l'existence de cette politique? Ça représente toujours le même risque. Et même, par exemple, braquer une banque, c'est limite plus compliqué pendant la purge, vu que tout le monde s'y prépare. Oui. Mais admettons. Alors, évidemment, si tu gobes ça comme ça, c'est stupide. Oulala, c'est terrible la purge, mais finalement, est-ce que ça serait pas un mal pour un bien? Mais je pose la question, j'ouvre le débat. Ouais, forcément, dit comme ça, c'est complètement con. Mais si tu prends le problème autrement, ça fait déjà beaucoup plus sens. La perception de la violence, du crime, de l'insécurité, de toutes ces horreurs et de leurs raisons, c'est quelque chose de très décorrélé, de très instinctif, qu'on peut difficilement dépassionner. Parce que ça prend aux tripes, quoi, ça nous touche vachement. Et c'est par conséquent très facilement sujet à des manipulations ou à de la pure propagande. Et ça vaut d'autant plus pour un cinéma qui joue sur cette corde plus que sur le rationnel. En fait, ça joue sur le même instinct. Au final, est-ce que The Purge, ça ne serait pas un cinéma social? Que toutes les réponses faciles à battre. Je vais faire ma thèse là-dessus. De fantasmes sécuritaires ultra violents. Voilà, on va tirer sur tout le monde, la justice c'est compliqué, l'état de droit c'est chiant, alors exécution sommaire extrajudiciaire en toute impunité, puis on n'a qu'à rétablir le bagne en Palombie, la peine de mort par bassin de piranha, foutre des brigades de la mort avec des lance-flammes ou je sais pas quoi. Bon, résultat, on aura gagné l'ambiance favelas, sauf pour les bourges qui pourront se planquer dans des gated communities avec des milices privées, mais au moins on se sera bien défoulé. Et comme du coup ce sera encore plus violent, on pourra s'en servir pour justifier des réponses encore plus violentes. Non, mais en plus, c'est pas vrai. Les bourges, ils se contenteraient pas de se cacher avec des milices privées. Ils iraient en ville tuer avec des milices privées. Dans cela, et eux aussi, ils prennent du plaisir à tuer, précisément. Oui, ça marche comme politique. Et c'est ça, le nœud de l'affaire. La purge, ça fonctionne uniquement si tu poses ton cerveau et que tu laisses libre cours à tes pires instincts. Est-ce que ça serait pas ça, le principe même de la purge? Oui, ils feraient un safari, quoi. Pour la première fois, ils iraient en banlieue. Mais pas pour les bonnes raisons, quoi. Everyone thinks this night will solve all their problems, but it can't. It won't. It doesn't solve anything, it just makes everything worse. Si tu intègres... Vous imaginez, vous êtes là, c'est le soir de la purge, et vous avez Pascal Praud qui débarque avec un lance-flamme. Il est complètement fou, il hurle. Il est en mode « Ah, c'est le grand jour, ah !» Que le réel objectif n'est pas celui avancé par la propagande. Là, ça commence à faire sens. Et ça tombe bien, parce que la saga elle-même l'a compris. The Purge is not about containing crime to one night and cleansing our souls by releasing aggression. It's about one thing. Money. That's enough. I can't listen to this crap. He's as full of shit as they are. No, he's right. Come on, they're keeping the population down by getting rid of people like us to save money. Le problème que doit résoudre la purge, c'est pas juste la criminalité. Et le chômage structurel, alors? Il est bien dit qu'il s'agit de... S'il y a moins de gens, il y a moins de chômeurs. Problèmes économiques, de travail, de logement, etc. Unemployment rising across the nation. Stock market down another 2,000 points and the largest drop in its history. A subprime mortgage crisis worse than 2008. Neighborhoods across the country destroyed by an opioid epidemic. Ça, c'est assez malin, puisqu'ils auraient tout à fait pu vendre ce concept putassier sans pour autant le subvertir eux-mêmes. Il y a le concept et il y a le traitement. Tu viens pour le premier, mais tu restes pour le second. Surtout, le concept joue sur un truc très basique, très fondamental, très commun. Mais c'est son traitement qui, lui, est vraiment signifiant. Je vous refais pas la vidéo de John Wick et le contrat social, impossible que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Mais là, je m'en rappelle plus, moi. On a le bon vieux sujet de la nature humaine, qui part de l'a priori très répandu, selon lequel, si on enlevait toutes les institutions, tous les garde-fous, l'homme serait un loup pour l'homme. Mais de la façon dont les films vont développer à partir de ça, quelle que soit leur complexité ou leurs ambitions, va forcément sous-tendre une vision de cette nature humaine, une vision du monde, quoi. Ils vont dire quelque chose, même à coups de pampan et de splash-splash. Surtout dans un exercice comme ça de spéculation dystopique. Tout le monde voit bien le petit frisson d'imaginer cette espèce d'état de nature. Ça vient toucher des cordes diverses, mais toujours sensibles. Du coup, les films eux-mêmes... Non, moi je sais pas me battre, j'ai pas envie. Fournissent une forme de... Moi, si jamais il y a quelqu'un qui vient avec un fusil, je lui dis... Non mais regarde, je fais du dessin, je me débrouille bien. Genre imagine, j'ai passé toute ma vie à dessiner. Genre si tu me tues, je pourrais plus faire de dessin. C'est dommage. Des fouloirs cathartiques. J'essaierai de trouver un truc. Et mon voisin, si tranquille, imagine, il viendrait me torturer parce que j'ai pas coupé la haie. Et mon C'est vrai que je me demande, hein, si jamais je me retrouve avec quelqu'un qui veut me tuer,
Genre, moi, j'ai trop de choses à faire dans ma vie. Vous pensez que dire... putain, je sais pas, comment on fait pour pas être tué? Comment on fait pour convaincre quelqu'un de pas être tué? Genre toxique, il ferait moins le malin, hein. Et les gens qui parlent au cinéma, qui me volent dans... Peut-être qu'il faudrait juste... Je me mets à danser, je lui dis, je suis ta pute. Peut-être c'est comme ça qu'il... Peut-être il faut survivre comme ça, quoi. Dans le métro, qui est ma Game Boy en CE2. Je vous épargne les trucs les plus sombres, hein. Vous voyez très bien ce que ça peut soulever. Et justement... Les films sont émaillés de trucs à la con comme ça. Du style, dès le premier, il y a l'amoureux secret de l'ado qui tente de buter le père parce qu'il les empêche de se voir. Alors, pour le coup, je pige pas bien le projet, genre, après, il s'imagine ça va être quoi la situation, mais bref, des bails un peu banals, voire assez minables humainement. Mais t'as des choses beaucoup plus parlantes socialement. Ça joue vraiment sur une ambivalence cruciale entre peur, parce que c'est des films qui doivent jouer à faire peur, et fantasme, parce que c'est du divertissement censé être jouissif. Et vous voyez bien comment ça peut résonner avec une ambiance d'effondrement social. Il y a cette vibe de réelle anxiété, voire de paranoïa, autour du « Ah, c'est terrible, ça va être la fin du monde !» qui s'accompagne d'une forme de projection fantasmée, d'excitation. Le survivalisme à l'ancienne, très ricain d'ailleurs, sur le mode « Bah moi je serais dans mon bunker et je pourrais tirer sur tout le monde !» Putain, ils sont complètement fous. Elle n'est pas trop jeune pour apprendre à tirer avec ce genre de fusil. Oh non, c'est l'âge parfait. Mais aussi la version collapso, plus humaniste, façon je serai dans ma communauté autogérée et le capitalisme, ça sera enfin fini. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a quelque chose d'apocalyptique dans tous les sens du terme, y compris de révélation, de catalyseur. Bah ouais, mais comment on fait pour pas y penser? Je veux bien Bolchegeek, mais regarde, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a de l'eau partout. Les gens, ils ont de l'eau jusqu'aux genoux. C'est un peu la sauce quand même. Comme ce qui alimente l'hégémonie du post-apo dans la SF, tout particulièrement du zombie. Moi j'y pense quand même à la fin du monde, de temps en temps quand même, oui. Plus qu'avant. She messes the deputy, then look at Jim's Facebook page. It bore pictures of her husband carrying guns and posts about a country dissolving into chaos and videos about people stopping intruders with guns, people killing burglars with guns, people shooting big guns, small guns, all kinds of guns that he watches late into the night. Here she is now, pulling into a parking spot outside of Walmart and her husband reaching for an AR-15 that he tells her sometimes he would have no problem using against a thief breaking into their house, or a violent protester in the streets of Milwaukee, or a terrorist in Syria, or if necessary, even a stray dog on their lawn. What is this, a guy who needs a mobility scooter to get around? Just let me kill something. Just anything. You know, the very fact is that if people's lives are unstable, if they feel like their ability to fucking live and have a roof over their heads and sustain themselves and their family is threatened, they're going to reach out for things to reassert control of their lives and people to blame for it. Oui. And because gun ownership and sort of the idea of the lone armed citizen defending his family and his hearth is so powerful, of fucking course people are going to turn to that. C'est quand même très criant que les excités de la guerre civile imminente, ils sont à la fois totalement paniqués, genre vraiment ça peut te bouffer d'être persuadé que sous peu, là, ça va être tous contre tous. Et en même temps, tu sens bien qu'ils bandent un peu dessus. Mais oui. T'inquiète pas que la purge... Ouais, c'est fascinant. Moi, les droitards, ça me fascine. Hein. Quand je vois les vidéos où ils sont là à dire... tu sais, ils jouent les gros bras, ça parle d'aller à la salle, d'être un bonhomme, de savoir utiliser une arme et tout ça. Mais en fait, dès qu'ils t'expliquent un peu, genre la dernière fois qu'ils sont sortis en ville, mais genre, s'ils ont une petite copine, ils la tiennent comme ça. Et genre, ils sont en mode, surtout, marche bien droit, on se dépêche, on va d'un point A à un point B, on fait attention. Oh là là, limite, ils se baladent avec un couteau, quoi. Les blancs, elles sortent toutes seules. Hein. C'est fascinant. Une fois que l'effondrement commencera, eux, ils font partie des faibles, donc... Alors que la dissuasion, c'est la principale arme, en fait, sociale. C'est la dissuasion. Avoir les codes, dissuader. Ce pays mérite une guerre civile raciale bien sale. Il faut qu'il crève, ces chiens. Voilà. Donc, vivement la guerre civile. Ah oui, je m'en rappelle de ça. Je m'en rappelle. C'était les enregistrements. Je crois que c'était le flic, là. Le flic qui travaillait... Je crois qu'il travaillait au truc judiciaire. Ah putain, je crois qu'il se chargeait des détenus. Bref, je sais plus ce que c'était. Mais il avait eu accès à tous les enregistrements de ses collègues et compagnie. C'est quoi cette histoire déjà? Je sais plus. Vivement l'effondrement.
D'où tout cet imaginaire bien rance d'extrême droite, façon Day of the Rope, le jour où ils vont Officier de police judiciaire, oui. pouvoir se venger de tous les gens qui détestent, les immigrés, les pas blancs, les LGBT, les juifs, les gauchistes, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est présent dans les films. La purge elle-même est présentée comme un truc très très réactionnaire. Alors, le parti qui met ça en place, les New Founding Fathers, c'est censé être ni les démocrates, ni les républicains, mais c'est complètement les républicains. En tout cas, une version satirique de la frange la plus trumpisée, MAGA, Tea Party et compagnie. It's our private money, our generous donations to the new founding fathers that have not only put them in the White House, but is what keeps them there. Tonight, on our holiday, we celebrate our accomplishments. We pat ourselves on the back because we made this country great. Et c'est vraiment les méchants pour le coup, hein. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est une dystopie. Dystopie, ta gueule. Mais ce genre d'affect, ils en ont pas le monopole, hein. Juste, ils s'expriment de façon totalement différente. Prenez le côté opposé du spectre. T'as le grand soir et inséré blague de guillotine et on va manger les riches, etc. Et d'ailleurs, les films s'inscrivent plein gaz et sans frein dans la tendance à la haine des riches, hein, qu'on a longuement traitée. Ouais. Sometimes revolution is the only way to make the world a better place. T'as plus généralement le fantasme du jour où on va se venger de nos oppresseurs. There's more of us. We're more pissed off. It's time for them to feel what it's like. Change only comes when their blood spills. Le jour où on va cramer le patriarcat. Goddamn cockblock. We take her, or we take your balls. Et t'as l'inverse aussi. Every fucking day, you pass me by in the hallway like I ain't shit. Well now, that shit fucking changes. I change shit. Tonight, I'm gonna release the beast on the both of you fucking lame bitches. It's my right. L'affect de l'émeutier qui, le temps d'une nuit, veut... Putain, mais du coup, il me donne envie de les voir, les films The Purge, ça y est. c'est vrai que c'est intéressant quand même, il y a l'air d'avoir plein de trucs. Cramé, et après, c'est long quand même, la flemme de tous me les faire quand même. L'affect du bon citoyen qui voudrait qu'on leur tire dessus à balles réelles, ils ont beau être complètement opposés, ils procèdent un petit peu de cette même dynamique. On pourrait multiplier les exemples, hein, et c'est précisément ce qui alimente la saga en enjeu. Tout le monde a un peu peur des flammes et tout le monde aime un peu jouer avec le feu. Cependant, vous aurez noté que toutes ces variantes n'ont absolument pas les mêmes moteurs, les mêmes modes d'expression et les mêmes implications. Regarde que les meilleurs, mais ils ont tous l'air d'être pas très bien notés, de pas être ouf, bon. Parce que... Genre, j'ai pas l'impression qu'il y en a un meilleur que l'autre qui se dégage, c'est ça qui m'embête. Parce que avant de faire ce stream, j'ai regardé un peu les notes sur Allociné, bon. Et ça a pas l'air, je sais pas, peut-être vous pouvez me dire lesquels sont bien, mais... Ces fantasmes n'impliquent objectivement pas... Ça parle à tes bas instincts. Mais oui, mais moi je trouve ça intéressant les bas instincts. Et puis c'est complexe les bas instincts. Genre là, désolé, mais la fresque qui nous est donnée, c'est que oui, il y a des bas instincts, mais c'est pris dans un contexte social, c'est toujours intéressant. Regarde juste le premier, il est ok. Il y a toujours des fans hardcore cringe pour nous éclairer. En vrai, tu as tout résumé dans la vidéo de... Tu as tout de résumé, ok. Le même rapport au passage à l'acte. Et parce que non, vouloir écraser les autres encore plus violemment, ça ne veut pas dire la même chose que se venger de ce qu'on subit, même quand ça aboutit à des horreurs les plus absolument condamnables. Ça ne les rend en aucun cas justifiables, juste ça ne veut pas dire la même chose. It's my right. No. It's my right. No. What's wrong with you? It's okay, right? Okay? Okay, he's dead and you killed him! Jim, I have a family. I don't remember who you're talking about. Allison, everyone has a family! Oh, I don't feel good. I don't feel good. They said it would make me feel better. They said that it would get rid of my anger, but I don't feel better. I feel worse. Alors, genre là, par exemple, désolé, le dialogue, il est bien, il est intéressant. Pour finir, maintenant qu'on a bien décortiqué de quoi... J'ai envie de voir ça, moi. The Purge, faisons un petit tour d'horizon de ce qu'en dit The Purge. Oui, voilà, qu'est-ce que le film en dit au final? Qu'est-ce que ça raconte? C'est la série, ça? Ok. Mais la série, elle a l'air éclatée. Oh là là, c'est une série... Moi, je me méfie trop des séries. La dernière série où ça m'a dégoûté, c'était The Mist. Parce que The Mist, j'avais trop kiffé le film. J'ai regardé 3-4 épisodes de la série. Quel enfer, The Mist, c'était nul. Waouh.
En fait, ça s'est transformé en huis clos dans un hôtel avec un couple homosexuel, je sais plus quoi. On l'a dit, le premier opus, c'est un simple home invasion. L'univers est exposé par ce qu'on perçoit de l'extérieur, mais autant dire que c'est très clair dans son traitement dès le départ. On retrouve la famille de Ethan Hawke, un concepteur de système de sécurité qui permet à ceux qui en ont les moyens de protéger leurs petits chez eux de la purge. Ok, et comme par hasard, le système de sécurité ne va pas les sécuriser. Ce qui lui permet, en retour, de... Genre, il y a des gens qui vont quand même rentrer. Lui aussi avoir plein de thunes et de mettre assez littéralement la daronne, jouée par Lena Headey, à l'abri. Donc direct, on voit que les gens sont pas plus égaux face à la purge que face au reste, vu que non seulement ces objets d'études ambulants pour Pinson Charlot peuvent concrètement s'en exempter, mais pire, certains usent de leur position pour participer en s'en prenant aux plus vulnérables. Putain, j'avoue, les Pinson Charlot dans une purge, ça doit être quelque chose, hein. Genre, ils sont là avec leur carnet, ils sont en mode oh, oh, oh. Ici, un SDF pris en charge très intéressant. passe par une jeunesse dorée décadente que le gosse d'Ethan... Laissez-les, mais oui, là ça y est, c'est finito, mais bon, force à eux, des bisous Monique. laisse entrer en sécurité, ce qui mène au siège et à la tentative d'infiltrer la maison. Tout le dilemme pour les persos va être alors de jeter ou non sous le bus un pauvre type qui ne bénéficie pas de leur confort. Après, boum, infiltration, pampan, suspense, du faux sang partout. Et cerise sur la haine des riches, le final montre leurs voisins bien comme il faut débarquer, en apparence pour les sauver, mais en fait pour se venger de la famille dont ils jalousent la richesse, obtenue, il est vrai, en les forçant à acheter des sécurités à cause de la purge. Cette idée du « à qui profite le crime », c'est un truc récurrent de la saga, avec aussi, bien entendu, le lobby de l'armement qui pousse à cette politique. En fait, moi je pense que s'il y avait une purge, la meilleure stratégie, c'est d'aller dans tous les endroits où les gens n'iraient pas s'il y avait une purge. Par exemple, moi, s'il y avait une purge, j'irais me cacher dans un magasin nature et découverte. Parce que je sais que c'est pas le moment où les gens ils auront envie d'aller voir s'il y a un diffuseur d'huile essentielle et tout. Et je sais que là, je serai en sécurité parmi les trucs. Après non. Il y a des gens, ils ont tellement la haine contre nature et découverte qu'à mon avis, il y aurait quand même quelqu'un qui rentrerait pour tuer tout le monde. Donc ça va pas. Putain. We no longer worship at the altar of Christ. Tu vas te faire buter par le seul vendeur qui te fait chier. Ouais, le seul, il en a marre des huiles essentielles là. Il passe sa vie à renifler ces trucs là. Il a juste envie de tuer tout le monde. Mohammed, Yahweh. We worship at the altar of Smith & Wesson. Pour info, Demonaco a songé au concept lors de ses jours en France où il a constaté notre rapport différent aux armes à feu. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement cinglé avec ça, hein, ça a dû lui faire tout drôle effectivement. Putain, j'avoue, je me cache dans une librairie et je prends un livre de Lordon. Et si jamais il y a quelqu'un qui arrive face à moi, je lui brandis le livre et il se dessèche. Il est là en mode « Oh non, Lordon !» Il meurt comme ça, toute l'eau de son corps, elle s'évapore. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement cinglé avec ça, hein, ça a dû lui faire tout drôle effectivement. Façon Final Girl, Lena se sort de cette situation avec l'aide du SDF, tout en refusant de participer à la purge, quand bien même elle ne ferait ici que répliquer. Idem, un ressort qui va devenir assez récurrent. Sur le papier, personne ne vous oblige à purger. Oh putain, Stéphane Bern dans The Purge, ça serait un plaisir. Hein. Vous l'imaginez avec son petit flegme? Il serait là, il foutrait des coups de pied, il serait là en mode... C'est les valeurs US, quoi. J'aimerais trop, je veux voir Stéphane Bern dans The Purge, moi. Chacun est libre et responsable. Sauf que cette liberté de principe n'est pas indépendante des conditions matérielles des gens. Cette politique s'auto-alimente en créant un contexte où c'est un privilège autant de ne pas la subir que de refuser d'y participer, tant qu'il n'y sera pas mis fin à un niveau collectif. Hypocrisie, bien sûr, mais totalement sensée si vous vous rappelez le véritable rôle de la purge, explicité ici dès le premier opus, parce que, bon, on n'est pas là pour les interprétations sophistiquées. Vous voyez donc que, ok, l'homme est ici un loup pour l'homme, hein, d'où // Burke, mais elle a bon dos la nature humaine.
Cette situation n'a rien à voir avec un état de nature, mais bien le produit de notre société où les gens sont formatés au quotidien pour fonctionner en tous contre tous et qui crée des relations absolument destructrices. Société qu'on imagine aisément encore plus ravagée à ce niveau-là, vu qu'elle a amené d'elle-même, par voie électorale qui plus est, des politiques comme la purge qui elle-même aggravent cet état. Les groupes privilégiés le sont encore plus et les plus vulnérables aussi. Bien sûr qu'un pauvre à la rue, il est encore plus mal barré pendant la purge, tout le monde comprend ça. D'ailleurs, il y a un petit truc pas mal, c'est que vu que tout est très brut de décoffrage, souvent certaines choses signifiantes sont pas explicitées. Par exemple, le fait que le SDF cible du lynchage soit noir n'est jamais mentionné comme un sujet, et pourtant, ça n'a rien d'anodin. Ça, c'est très héritier du cinoche dont se revendique de Monaco. Et le plus fou, c'est que ça a même pas besoin d'être volontaire, c'est vraiment la représentation qui fonctionne toute seule. Au passage, une bonne occasion de rappeler que si vous limitez le sens des œuvres aux intentions des auteurs, bon courage avec ça, et surtout, c'est hyper réducteur. Pourquoi tu m'envoies un tweet, Idiot? La prochaine paire Ra du créateur? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des jouets... C'est nul. Mais pourquoi? Je sais pas pourquoi. Ok. Ok. Mais non, en vrai, c'est drôle. Putain. Le personnage de Ben dans La Nuit des Morts Vivants, il avait pas avec quel genre d'outfit tu peux mettre ça, quoi? été écrit spécialement pour être afro-américain. Ils ont casté Dwayne Jones parce qu'ils le trouvaient cool et que, avantage des petits films de genre fauché, pas de producteurs racistes des années 60 pour leur dire que c'était pas une bonne idée. Sauf que, évidemment, le final, alors attention, spoiler, mais faudrait penser à le mater un jour quand même, c'était en 68, après avoir survécu, Ben se fait assassiner par la police et une milice de citoyens. Bon, ça prend une connotation particulière, dont ils ont Ah, mais c'est De Niro apparemment pris bien conscience quand ils ont appris une certaine nouvelle à la radio. Putain, c'est De Niro, mais tellement plus jeune, là. Radio pendant la tournée. Non, c'est pas De Niro. Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. Mais quoi? Pourquoi vous me dites non? Mais Tiens, en parlant de Romero, là, on a la même trajectoire à peu près qu'entre... Non, c'est un blanc. Mais les gens à la radio pendant la... Bon, après avoir survécu, Ben se fait assassiner par la... Là, ici, lui la police et une milice de citoyens. Bon, ça prend une connotation... Regardez ce visage particulière. Désolé. Non, mais pourquoi... Ah, mais j'ai raison, fermez-la. Il lui ressemble, il lui ressemble de fou. Tiens, c'est Gérard Larcher. Là, on a la même trajectoire à peu près qu'entre Night et Dawn puis Day of the Living Dead, du quasi huis clos d'invasion au décor urbain apocalyptique. C'est qu'après avoir engrangé 90 millions sur un premier film qui en a coûté 3, James... C'est un autre blanc, mais j'y peux rien, ils se ressemblent tous en Amérique. Se retrouve avec... Tous les Italiens. Avec, en gros, le budget d'un bon petit épisode de Game of Thrones saison 1, mais du coup, il se sent plus pissé, on va sortir faire une virée en ville pour voir la purge en vrai. Alors là, la franchise part full action sur le mode des dystopies urbaines vénères des 70s, façon Carpenter ou Warriors. Et ça va rester globalement comme ça. Putain, Warriors, je vais me le mater. Warriors, ça a l'air trop bien. Avec des budgets du même ordre. On se retrouve avec le néo-yakayo Frank Grillo en rôle-titre pour péter des gueules. Et ah oui, j'avais omis de vous signaler qu'on trouve aussi Michael Bay à la prod. On introduit également un mouvement de résistance habilement appelé la résistance. Et quand je dis mouvement de résistance, je déconne pas parce que là aussi, c'est très 70s. Profit making is not the essence of democracy. Wake up, people. Wake up! Putain, un vrai révolutionnaire, ça. It's time to take a stand. Leur seul objectif affiché, c'est mettre... C'est une dinguerie, on dirait un discours d'Olivier Faure. Je suis en émoi. Enfin, à la purge, mais sur une ligne turbo de classe et révolutionnaire à l'ancienne, avec toute l'imagerie qui va avec. C'est complètement des genres de Black Panthers, même si, là encore, c'est pas dit comme ça. Sans que le groupe soit décrit comme essentiellement afro-américain, par exemple, il y a même des blancs qui le rejoignent. Bon,
Le vocabulaire, l'esthétique, c'est totalement à ça que ça renvoie. Fuck the new founding fathers! Fuck you! Fuck your money! And motherfuck the purge! De manière générale, on trouve beaucoup de persos qui résistent et sont latinos ou amérindiens. Plus globalement, on inverse le point. Ah bah oui, les Amérindiens. Mais eux, ils sont forts parce que, à mon avis, dans le film, ils tirent à l'arc et ils peuvent invoquer des faucons en faisant des chants anciens. Et on se place dans les films américains, souvent, c'est ça. Ici, du côté des classes laborieuses urbaines qui subissent cette politique de plein fouet. What the hell's going on? The damn insurance company. They just raised the premium on my purge coverage by thousands. The day before the damn purge. If I don't pay it by tomorrow, I have no purge coverage for this store. They can't do that. Yeah, well, they just did it. Comme on disait que ce côté loup pour l'homme, c'était une bonne grosse construction sociale, et ben là on voit carrément que le gouvernement emploie des milices pour mettre de l'huile sur le feu. C'est bien un outil de contrôle social dans ce sens-là. Parce qu'évidemment, quand il n'y a plus de services, plus d'infrastructures, plus de protection sociale, ben, qui est-ce qui trinque? Les classes pop. You know, I help the poor once a year. April 15th. I'm just kidding. I don't pay taxes. Et si t'es une meuf prolo, c'est double tarif. Parce que, comme on dit, les services publics, c'est la richesse de ceux qui en ont pas. En gros, pour lutter contre la pauvreté, on lutte contre les pauvres. Et du coup, qui est-ce qui recrée tant bien que mal ses propres structures de solidarité? Eh ben pareil. C'est les pauvres. Riding around in a van on purge night, helping people, it's pretty dangerous. Unwritten purge rule is leave the triage units alone. It's true, for the most part. Putain, c'est donc ça d'être ambulancier à Gaza? On avait dit sur John Wick, c'est vraiment cette mentalité-là. Absence de règles, les gens partent pas forcément, en tout cas pas uniquement, en Battle Royale. Ils ont tendance à créer des nouvelles règles tacites, ce qui, mine de rien, correspond assez bien à ce qu'on observe dans les endroits où les institutions collectives ont déserté ou s'avèrent défaillantes. Be safe with us. We're off limits. Unwritten purge law. Amazes me that any rule holds on this night. The purge notwithstanding, the natural human bent is toward order. In the absence of that, people find ways to pay homage. Les richoux, eux, pendant ce temps, ils payent des gens pour purger sans risque dans des petites chasses à courre et à l'homme, parce que bien sûr qu'il y en a qui feraient ça. Alors, forcément, il y a un twist, hein, sinon on s'emmerde. Déjà, Frank Grillo, et puis surtout... OMG, tous les riches. Ils ont tué les riches. Ah non, mais zéro subtilité, hein. Parce que, oui, moment subversion du syndrome Magneto, là, les radicaux, ils sont un peu terrifiants et un chouille violent, mais c'est complètement des gentils. Ce qui nous mène à... Électionnière. Là, l'intrigue, c'est que, comme le port-salut l'indique, va y avoir une élection présidentielle avec une opposante qui risquerait bien de gagner. Du coup, et elle, c'est une gauchiste. Le méchant parti au pouvoir, il lève l'exception qui faisait que t'avais pas le droit de purger des élus. Et oui, avant ça... Oh, intéressant. Ils étaient chaperchés. Du coup, c'est une chasse à l'homme, mais c'est surtout pour la choper elle. Propre politique, cette bande de bâtards, parce que... bon voilà, tout est un peu exagéré, et... Non, même pas, ils feraient totalement ça aussi. Donc voilà, ils essaient de la buter, et Frankie pète la gueule à des nazis. Voilà, c'est fun, ça reste très cheap, mais fun. If you punch a Nazi, it doesn't make you as bad as one. That's a funny thing to be concerned about, the well-being of hypothetical Nazis. Et oui, et c'est pas pour traiter tout le monde de nazi, hein, c'est juste que, bah, pareil, c'est pas verbalisé, mais les bourgeois réac bon teint au pouvoir, ils s'appuient totalement sur des milices de fachos. Classique. Et là, il y a quand même un truc un peu marrant quand tu regardes les dates. Vous aurez compris que c'est des films très ricano-centrés, sur leur société très polarisée politiquement et très tendue socialement. Bon, Electioneer, il est sorti exprès l'année des présidentielles de 2016, hein, malin. Ok. This July, have your voice be heard. I purged because staying in is un-American. I purged for my family. Don't let your freedoms get taken away. I purged to keep my country great. Et la phrase d'accroche, c'est carrément « Keep America Great ». Habile référence au « Make America Great Again ». Et attendez, parce qu'il y a encore plus drôle, c'est que Donald Trump, pour sa tentative de réélection la fois d'après, c'était mot pour mot « Keep America Great », right? Keep America Great.
Bon, voilà, il y a une ambiance un peu fin de trilogie. Putain, vous pensez, il aurait mis la purge, Trump ? Où on gagne l'élection, la démocratie est sauvée, back to brunch. Nos radicaux, là, ils sont toujours du bon côté, mais quand même, la candidate doit s'opposer à eux, parce que comme leur strat, c'est d'utiliser eux-mêmes la purge pour mettre fin à la purge, je comprends votre colère, mais est-ce que quelque part, on vaut mieux qu'eux si on fait ça ? Non, faut pas s'abaisser à leur niveau. Et puis, boum, c'est vraiment ce qui se passe dans le film, elle gagne et finit la purge. Sauf que... You could very much tell that Purge Electioneer is a movie made under Obama in a world where people assumed Hillary was going to win. Oui, voilà. Where incrementalism and electoralism and America was redeemable, basically. Right. Like this was a path that could be diverted. The first Purge is absolutely a movie made after Donald Trump somehow becomes president. Yeah. Because all of that sort of idealism. Putain, mais c'est trop intéressant. Ah, ça donne. En fait, ça me donne envie de le voir en compagnie d'un gauchiste fan de cinéma qui est capable de me dire oui, en Amérique à telle époque c'était dans tel monde. Ça a l'air trop intéressant. Enfin, c'est ça quoi. Certes, c'est des films bière pizza, mais dans le contexte, je sais pas, ça me fascine. And idealism in the sense of thinking that the electoral. Je vais mater. En vrai, moi, je vais mater Warriors. Je pense que ce soir, je vais me mater Warriors. Enfin, on est déjà le soir, mais putain, non, c'est vrai que je suis en train de mater Pluto. Ah putain, c'est vrai que je suis en train de mater. Allez voir Pluto, la série de Netflix, c'est bien. Is viable, thinking that there's something redeemable in America, and thinking that like the Purge is a project of, you know, just people with psychotic religious views as opposed to far more materialist. Yeah, exactly. Far more materialist. They found out that it really was about jobs. Yes. Quand il y en a plus, il y en a encore grâce à l'astuce classique de la préquelle. Alors, ceci dit, pourquoi pas, hein ? Comment est-ce qu'on est arrivé là, finalement ? La première purge, ça montre comment ils ont testé le dispositif dans un quartier de New York, circonscrit à Staten Island. Okay. Comment les gens se sont mobilisés contre, et surtout comment ça a été un fiasco. Pas parce que ça a été un bain de sang, vu que c'est le but, non, au contraire, parce que les gens du quartier, globalement, si tu leur dis « faites ce que vous voulez cette nuit, tout est permis », qu'est-ce qu'ils font, ces cons ? Party on! Résultat, let's go. C'est les autorités qui doivent envoyer artificiellement des mecs ultra violents pour déclencher la machine infernale et gâcher la fête. Ce qui est tout à fait cohérent avec ce qui est développé depuis le début, et c'est probablement aidé par la présence aux manettes de DeMonaco tout le long, même quand il lâche la réal comme c'est le cas ici. Vous voyez, c'est là où je veux en venir quand je dis que dans toute cette pantalonnade, il y a quand même une vision du monde qui est véhiculée. Et elle est pas mal. Une vision qui pourrait tout à fait en être une autre. Que ce soit dans le propos général que dans des takes plus spécifiques qui pop par-ci par-là sans prévenir. You Europeans think you're better than us because you don't have the purge? Maybe today. Get rid of the Congo? The Atlantic slave trade? Oui. Europeans invented the purge. Oui, oui, bon, 12. Vous aurez peut-être compris que ah oui, bon. Si vous tenez vraiment à jouer au jeu des boîtes, The Purge... Bah ça c'est de gauche. Pourquoi ? Alors, évidemment, moi, ça me va d'autant plus. Ça ajoute à l'intérêt premier, qui est la promesse d'un divertissement avec autant de fun que de frissons. Et puis, ça fait plaisir de retrouver un peu cette patte 70s. Ça change de la nostalgie des années 80, et puis, quand même, quelle époque ! Parce que, comme le public de ces films en général, ce que je cherche dedans, c'est de l'action à l'ancienne, du grand guignol, des costumes extravagants, du western urbain, et puis des trucs comme ça. Pequeña Muerte is back, bitches. Des phrases choc, quoi. Quel genre ? Genre des phrases choc. Là-dedans, ça gâche rien que j'aime bien ce qui est dit, mais surtout qu'il y ait une volonté de dire des trucs. J'ai même pas envie de parler de plaisir coupable, j'aime pas vraiment cette notion en fait. Coupable de quoi ? Personne prétend, même les types qui font ça, que c'est du grand cinéma révolutionnaire. Et les gens, ils ont l'air de bien aimer, sans que ça empêche d'aimer des trucs plus exigeants. Et au pire, je peux que me réjouir qu'ils accrochent à des trucs comme ça, qui arrivent à être teubés sans être bêtes. Sometimes a little dumbing down can't hurt to clarify things, and I'm good at dumbing, so here goes. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, moins bête que pas mal de conneries qu'on entend déblatérer tout à fait sérieusement le reste de l'année. Puis même, je vais le dire, voilà, la subtilité, c'est une qualité, mais tout n'a pas à en être.
tout n'a pas à être raffiné et cryptique. Déjà, après, les gens, ils en font n'importe quoi et ils croient que Robocop, c'est pas politique. Alors que Robocop, c'était déjà vraiment pas subtil. Bon, évidemment que Robocop, c'est un meilleur film, mais les Romero, les Verhoeven, les Walter Hill, les Carpenter, tous ces mecs dont se revendiquent des Monaco, et puis même leurs homologues moins talentueux, ils ont produit des choses dont on parle encore aujourd'hui. We have such sights to show you. On se dit c'est un film qui s'adresse à ce que les Américains appellent an unsophisticated audience. C'est un public non sophistiqué, c'est-à-dire un public très premier degré. C'est pas du tout un film second degré, c'est un film fait avec une sincérité évidente et qui s'adresse à un public qui va consommer des films d'horreur, qui va s'intéresser à l'histoire, qui va pas du tout prendre le film de haut. Les cinéphiles peuvent cinéphiler tant qu'ils veulent pour s'en distinguer, le public c'est aussi et surtout ces spectateurs moins sophistiqués. C'est à travers eux aussi que vit le cinéma, c'est pour eux aussi qu'il existe. Alors, pourquoi devrait y avoir... Putain, sa vidéo elle est bien, hein. J'ai pas grand chose à dire, je kiffe en vrai. Une culpabilité. Surtout quand on peut réfléchir à ces œuvres-là, plutôt que les consommer aveuglément, et même réfléchir avec ces œuvres-là, ce que les gens font déjà en réalité. Invasion Los Angeles, c'est très bien comme c'est, bourrin, frontal, immédiatement évocateur, et grave fun. Et je me sens triste parce que je me rends compte que il y en a tellement que j'ai pas vu des classiques. J'en ai plein à rattraper en fait. J'ai envie de me faire une période film 70s. Putain. Qui n'empêche pas un intello comme... Y'a pas des fans des films des 70s là qui peut aller sur le Discord et faire une liste? Comme ça les gens, on s'en regarde et tout si vous voulez. Fais-toi les Carpenters, j'ai vu The Thing. Il y en a peut-être d'autres que j'ai vu mais j'ai oublié. Ouais. The Live. Oui, The Live c'est bien, ouais. Ghost of Mars. Tu as eu plein de refs. Ouais, c'est ça, ouais. Jack de nous retourner le cerveau avec pendant des heures. The critique of ideology should be the opposite. Like you take off the glasses so that you can finally see the way things really are. Regarde Deep Throat. This precisely, and here the pessimism of the film, of They Live, is well justified. This precisely is the ultimate illusion. Ah oui, pardon. Parce que non, c'est toujours pas fini avec The Forever Purge. Ah, la série là, mais c'est de la merde ça du coup. Qui... Attendez, vous savez quoi? On va faire simple. Là, les New Founding Fathers reprennent le pouvoir en instrumentalisant l'immigration et la crise économique, donc la purge. Ok. Et ouais, zut, élire une modérée, ça a pas suffi, dis donc. Pire, ils sont débordés par des types qui trouvent que ça va pas assez loin et veulent la purge toute l'année. Vous vous demandez si ça fait écho à la radicalisation incontrôlable des magas les plus ravagés et à l'insurrection du Capitole? J'ai envie de vous dire oui, complètement, le plus fort étant que ça a été fait avant. Vous vous demandez s'il y a encore des trucs basés, garantis, sans subtilité. You know who created the purge, don't you? A bunch of fat, rich businessmen in Washington, D.C. They expect you to go out there and do their violence so they can play more golf. That would make you their lackey, the goddamn hypocrite. Boom, boom, boom! Voilà, matez-le, le matez pas, on s'en fout, on va pas y passer l'année, vous avez pigé. Oui, et la série, bon c'est une série, donc ça explore encore plus de trucs, il y a plein d'idées, des à la con, des intéressantes, forcément, c'est aussi un peu chiant, mais voilà. On pourrait tout à fait faire l'analyse de cet arc narratif où un prolo injustement lésé se fait vigilante, radicalisé par un podcast type un peu alt-right et passe son ressentiment sur les femmes, sur les minorités. Comme j'ai laissé de côté plein d'aspects, du style les connards de touristes qui viennent exprès pour purger, ou l'influence de cette politique sur le reste du monde qui, j'imagine, va être la base du prochain film. Okay. Comme la purge elle-même, The Purge c'est sans fin, tant que les gens y mettront pas un terme, mais moi, il faut bien que j'en mette un à cette vidéo. Oui. Alors... Nowadays, it's like carving jack-o'-lanterns on Halloween. What do you mean? People like to make rules on this night. Traditions, routines. Est-ce que vous fêtez Halloween?
Si je pose la question, c'est parce que... The Purge is Halloween for adults! Je sais, Halloween trouve ses racines anciennes en Europe, mais soyons clairs, quand on en parle maintenant, on fait référence à une fête profondément ancrée dans la culture populaire états-unienne. Culture qui s'est répandue chez nous via leur hégémonie culturelle, s'est répandue dans l'espace public sans pour autant que cela devienne une pratique aussi populaire que chez eux. Okay. Résultat, il y a des chances que ça vous concerne pas du tout, mais aussi que vous costumiez pour une petite fête privée ou dans un bar. Au-delà des liens évidents, c'est l'Halloween, on veut des bonbons. On parle d'un moment de divertissement où on cherche à la fois à se faire plaisir et à se faire peur. Et bah les vidéos YouTube, c'est tout éclaté. Hein. Là, c'est le grand festival des youtubeurs qui ont fait des vidéos d'Halloween. C'était toute chiante. Hein. Ah, je me suis fait chier. Hein. Quelque chose qui convoque tout un folklore horrifique pop. Quelque chose d'un peu extravagant, voire puéril, et qui pourtant touche des adultes. Quelque chose pour se lâcher, se déguiser, devenir autre chose, s'amuser du sang, de la mort et des horreurs le temps d'une nuit. Les films The Purge, comme Halloween et comme La Purge elle-même, sont un peu tout ça. Un défouloir de quelques heures qui mêle divertissement régressif et sujet grave. La Purge y est d'ailleurs traitée comme une fête annuelle, morbide, terrifiante, mais une fête. Ce qui la rapproche de quelque chose de bien moins ricain et beaucoup plus répandu dans le monde, sous des formes très diverses, dont Halloween, sans en provenir directement, a repris bien des aspects de manière assez évidente. Là où est le commencement, là aussi sera la fin. Carnaval doit réapparaître. Oh, let's go, il fait le bandeur de vieux man. Saigon, the carnival of flesh, a celebration of killing through the ages, where you can burn, stab, bludgeon, just like your ancestors did. Quand je vous dis que c'est des choses assez simples et fondamentales dans l'imaginaire collectif, eh ben c'est aussi ça. Carnaval, on pourrait en remonter les origines à l'infini, mais toujours est-il que c'est ça la base. Une purge. Littéralement. Même si dorénavant il en existe à tout un tas de dates, il s'agit à la base de célébrer la sortie de l'hiver et l'arrivée du printemps, de se purifier pour un renouveau, une réjuvénation, punaise c'est dur à dire mais c'est un vrai mot promis. Je déconne pas, hein, c'est des vrais bails et je dis même pas qu'ils ont réfléchi à ça à fond, mais justement il n'y a pas besoin, c'est ancré profondément dans nos cultures. Tenez, rien qu'un truc, on n'a pas parlé de la date de cette purge annuelle, c'est pas du tout à Halloween, c'est dans la nuit du 21 au 22 mars. Ok. Précisément au passage au printemps. À Carnaval, on se masque, on peut devenir n'importe qui. Les contraintes, les tabous... La fête du solstice, quoi. Les interdits sautent. Les hiérarchies sont bousculées, voire se renversent. Le roi devient le fou devient le roi, bref, vous voyez le truc. Et aussi, on punit. On violente, symboliquement ou non, ceux qui ont enfreint la morale. Ou ceux qui représentent le monde d'avant. On détruit les effigies, on brûle Monsieur Carnaval. C'est un moment d'émancipation, de transgression, et paradoxalement, c'est aussi devenu un moyen de contrôle social. Le moment où les autorités, politiques, économiques ou religieuses, laissent le bas peuple faire ce qu'il veut, renverser l'ordre social dans un moment festif, limité dans le temps, afin de le préserver le reste du temps. Ça ne change pas le monde donc, c'est du divertissement. Et peut-être même que ça nous en détourne. Mais on parle par extension de carnavalisation lorsque la culture populaire, par définition illégitime, changeante, collective, s'inscrit dans une culture cultivée et figée. Putain, ça me fait réfléchir, mais j'ai une réflexion que j'arriverai pas à formuler. Comme la littérature. Mais ça me fait bien réfléchir là. Ou le cinéma. On parle alors de sérieux comique, par opposition au monde seulement sérieux de la culture officielle. L'exemple type, c'est Rabelais. C'est légitime, hein, Rabelais, maintenant on le fait en cours et tout. Pourtant, c'était considéré un peu comme des bêtises vulgaires qui se basaient sur tout un tas de folklore populaire. Gargantua, Mélusine, tout ça. Dont Rabelais a fait de la littérature. Alors, pour m'excuser de vous avoir abruti avec mes conneries régressives, je vais vous laisser sur un peu de littérature. Il faut ouvrir le livre et soigneusement peser ce qui est exposé. C'est alors que vous vous rendrez compte que l'ingrédient contenu dedans est de toute autre valeur que ne le promettait la couverture. C'est-à-dire que les matières traitées ici ne sont pas aussi frivoles que, dessus, le titre le laissait présumer. Il faut pourtant ne pas s'arrêter là, comme enchanté par les sirènes, mais interpréter dans le plus haut sens ce que peut-être vous pensiez être dit de manière fantaisiste. Puis, par une lecture attentive et une réflexion assidue, rompre l'os et sucer la substantifique moelle avec le ferme espoir de devenir avisé et vertueux grâce à cette lecture. Vous y trouverez un goût plus subtil et une philosophie cachée qui vous révélera de très hautes arcanes et d'horrifiques mystères
en ce qui concerne tant notre religion que, aussi, la situation politique et la gestion des affaires. Je me suis fait chier. Ouais, t'es LDR là, ouais. Non mais c'était bien, ouais. Non mais très bien, non mais je me faisais une réflexion sur le fait que la morale est un rapport de force, quoi. La réflexion que je me faisais un peu, je me disais, la morale est un rapport de force finalement. Et oui, c'est nul. C'est pas une réflexion très ouf, mais bref. Super scène d'action dans Gargantua avec le frère machin, oui. Bonne vidéo. Oh putain, spécial, oui. Oh putain, je suis fatigué de fou là, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, j'ai un pop-up qui pop là. Il m'a saoulé. Mais oui, très bien. Vidéo de Bolche Geek, très bien. Putain, il m'a donné trop envie de... Putain, mais il y a tellement de films que j'ai pas vus. On n'est pas vu assez des films comme ça. Je vais me mater des films comme ça. Si Elden Ring pendant 15 heures, non. Moi, Elden Ring, en plus, j'ai tout vu le jeu. Hein. J'ai rien à découvrir du jeu. Hein. C'est assommant comme vidéo, faut admettre. Ouais, ça m'a un peu assommé là. Go Dark and Darker, non. Viens, on se regarde Invasion de Los Angeles un soir. Mais non, les gens, c'est compliqué de regarder des films qui sont encore avec des droits et tout ça. Des fois, je le fais, mais bon, c'est rare. J'ai pas envie de mettre ma chaîne en péril. Hein. C'est mon gagne-pain. D'ailleurs, abonnez-vous, followez la chaîne si vous découvriez. Mais là, j'avoue que bon, c'était pas le react, j'étais fatigué, c'était pas le react où j'avais le plus de choses à dire. J'ai pas vraiment taffé le...